Sogoyou Kegewe, vous vous retrouvez un peu dans les propos de l'universitaire, parce que vous avez dit, on a plusieurs fois dit sur ce plateau, ce qu'il a dit, peut-être avec des mots un peu plus sévères. Non, il n'est pas sévère. Lui parle avec douceur. Le seul qui parle avec sévérité, c'est moi. Mais bon, mais ce qu'il dit, combien de fois n'ai-je pas dit ici que l'ambition des soi-disant terroristes, c'est pas le Sahel, c'est jusqu'au golfe de Guinée. Dans la dernière émission, je l'ai dit que ne soyez pas surpris que dans 5, 10, 15 ans, qu'il soit impossible de se baigner dans la mer en bikini parce que la religion interdit ça. Mais le drame, ce n'est pas les djihadistes ou les mercenaires de qui vous savez. Ce n'est pas là le drame. Le drame, c'est que des pays susceptibles d'être victimes de ça s'organisent pour soutenir les djihadistes et les sponsors des djihadistes. Des pays africains côtiers. Tu t'imagines, il a dit, il faut l'armée, il faut la force. Pendant que les autres mobilisent leurs armadas. Qu'est-ce qu'on sert aux Africains? Démocratie, droits de l'homme, élection démocratique. Élection démocratique qui permet aux gens d'atteindre leurs objectifs sans tirer un coup de feu, parce qu'il suffit de mettre un homme de paille à la tête du pays et on obtient tout ce qu'on veut sans avoir à tirer un coup de feu. Pour revenir aux terroristes, puisque vous persistez à les appeler terroristes alors que c'est des mercenaires d'une cause connue ou de plusieurs causes connues. Il n'y a pas de terroristes parce que regardez, les terroristes réclament quoi au Niger? C'est quoi leur revendication? À ma connaissance, ils n'ont jamais envoyé une liste au gouvernement nigérien pour dire nous on a pris les armes à cause de ceci, ceci, ceci. Au Burkina, je n'ai jamais appris que les terroristes ou les mercenaires ont envoyé une liste pour dire voici nos revendications, si vous y donnez satisfaction, nous on dépose les armes. Maintenant au Mali, c'était tellement grossier que bon, ceux qui ont démobilisé les Touaregs derrière Kadhafi étaient obligés d'inventer une histoire du genre Azawad. Mais les Touaregs n'ont jamais réclamé Azawad. Avant la mort de Kadhafi, on n'entendait pas parler de ces saloperies. Mais on a tué Kadhafi, on leur a dit on va vous donner un État. Tu promets aux gens des terres qui ne t'appartiennent pas. Mais tu leur promets ça quand même. Donc, comme il le dit, c'est une chose globale. C'est-à-dire un plan global de réappropriation de l'Afrique, parce qu'on sait, depuis 1991, l'Afrique qui était déjà trop faible, on l'a distrait avec de soi-disant démocratie. Mais si démocratie il y a, je le dis, je le répète tous les jours ici, le Togo, 56 000 km², 8 millions d'habitants, on a combien de partis politiques, Gilles? Plus d'une centaine. C'est la négation de la démocratie. C'est la négation. C'est comme tu vas faire les anciennes photos là. Tu fais la photo, on te donne le négatif et puis on garde la photo elle-même. Tu n'as pas la photo. Nous avons le négatif de la démocratie. Et le négatif de la démocratie produit le négatif des droits de l'homme. Il produit le négatif de la liberté d'information, parce que la liberté d'information en Afrique, c'est pas défendre ses intérêts. Tu as vu en Occident, hein, quand c'est chaud, les médias défendent la position de leur gouvernement. Mais ici, un journaliste n'est populaire que s'il passe tout son temps à insulter les autorités qui dirigent son pays. Voilà un bon journaliste en Afrique. Et c'est fait à dessein. Parce que tous les journalistes ne sont pas mentalement, politiquement assez mûrs pour comprendre les enjeux, pour dire que, mais en fait, c'est tout le pays, ton pays là où tu es, toi, tu joues au grand démocrate, au grand journaliste là. Il est dedans. Et le jour, ça va arriver là. On ne dira pas, ah, toi, tu étais un journaliste pour nous. Non. Donc, c'est pour dire que les djihadistes, jusqu'à ce jour, n'ont pas une revendication connue. Les terroristes, parce que dans les concepts même... Oui, les terroristes ou les mercenaires. Pour moi, c'est les mercenaires, il n'y a pas de terroristes. Donc, les mercenaires n'ont pas de revendication connue. Pourquoi ils n'ont pas de revendication connue? Mais parce que nous connaissons les revendications de leurs maîtres. Les maîtres qui les envoient, nous connaissons leurs revendications. On vient de dire qu'on a découvert quoi?
4500 milliards de barils de pétrole sous le sous-sol malien. Qui veut récupérer ce pactole? On les connaît. Au Niger, l'uranium. Qui veut faire mes bases sur l'uranium au Niger? Le pétrole aussi. Et le pétrole. On les connaît. Donc les djihadistes, les terroristes n'ont pas besoin de revendiquer parce que ils ne travaillent que pour les revendications de ceux qui les ont envoyés. Tu crois que ces pauvres types dans le Sahel en standard là, quelqu'un les a assis pour dire, bon écoutez, vous vous battez pour que nous on ait l'uranium? Non. On leur a dit, on vous donne l'argent, allez tuer les Noirs parce que tous les groupements terroristes, État islamique, Al-Qaïda, mais ils sont nés dans le monde arabe. Mais combien de fois Al-Qaïda, État islamique ont tué des gens en Arabie Saoudite? Combien de fois ils ont tué au Qatar? Combien de fois ils ont tué au Koweït? On leur a dit, parce que quand ils ont organisé leur mouvement terroriste, ils ont commencé à attaquer en Occident. Il y avait des attentats terroristes en plein Paris. On leur a dit, non, vous perdez votre temps ici, vous n'allez rien gagner. Allez tuer les Noirs. Nous, on vient prendre les richesses et vous aurez votre part. Bon, on les a déversés sur l'Afrique. Et ils sont venus, ils tuent les Noirs. Ils le font sans retenue. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de revendications parce qu'ils sont porteurs des revendications de ceux qui les ont envoyés. Docteur Ekwe, sur l'argument des ressources humaines sur lesquelles on cherchera à mettre mes bases, est-ce qu'avec les accords coloniaux, les impérialistes n'avaient pas déjà ce qu'ils voulaient, qu'il fallait déstabiliser forcément ces régions pour pouvoir continuer à profiter des ressources humaines? Ça, c'est une première question. Vous avez évoqué aussi le projet de réétatisation du Sahel notamment. Pourquoi ne pas avoir voulu faire comme à la conférence de Berlin pour partager l'Afrique, et il faut procéder par des méthodes perfides comme le terrorisme? Et troisième élément, est-ce que vous confirmez que c'est un projet prémédité, une stratégie planifiée, ou simplement le terrorisme, c'est comme un effet pervers des maladresses géopolitiques comme la destruction de la Libye par exemple? Vous posez des questions qui sont entreliées. Bien, je peux vous répondre de cette façon. Vous savez, je connais bien les documents qui sont relatifs au Togo et au Dahomey. Le Dahomey parce que les documents, les accords coloniaux dont vous parlez reportent le nom Dahomey. C'est vrai, il y a des clauses qui spécifient que sur l'inspection, la prospection des ressources stratégiques, on parle de ressources stratégiques, la priorité est donnée à la France. Une fois que les gisements sont découverts, la priorité est donnée également à la France et à ses entreprises. C'est lorsque la France est en incapacité d'exploiter et qu'elle autorise l'ouverture vers d'autres partenaires que le pays en question est autorisé à chercher des partenaires ailleurs. Mais là aussi, n'oublions pas que grâce au système du franc CFA, les règlements extérieurs se font par la BCEAO. Du coup, il n'y a pas de règlement extérieur que l'État togolais ou dahoméens puissent faire eux-mêmes directement. Donc, tout est contrôlé. Maintenant, il y a des ressources qui n'étaient pas découvertes à cette époque, qui vont être découvertes plus tard. Est-ce que les accords initiaux couvrent ces ressources? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle il y a de temps en temps des remises à jour de ces accords. Maintenant, aujourd'hui, le monde a changé. Vous savez, le monde, on a défini, on a voulu faire la mondialisation. En 1982, Margaret Thatcher va proclamer la dérégulation des flux financiers mondiaux. À partir de cet instant, les frontières vont s'ouvrir sur les flux financiers. Et vous savez que la mondialisation a connu un échec. On subit les conséquences de la mondialisation, de l'échec de la mondialisation. Parce que dans la mondialisation, il y a au moins 3 éléments. Il y a l'inclusion, il y a l'interdépendance. Mais l'interdépendance, c'est quoi? C'est la contrainte de la souveraineté, c'est la négation de la souveraineté. À partir du moment où on a bâti un système, un ordre mondial en 1945 sur la souveraineté, c'est-à-dire l'état-centrisme, ce qu'on appelle le statocentrisme. On arrive à un moment où on parle maintenant d'interdépendance et de mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fort, avant c'était le faible qui dépendait du fort.
Mais avec la mondialisation, l'interdépendance, le fort va dépendre du faible. Et cela veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que un petit pays comme le Togo peut avoir une capacité de nuisance ou de déséquilibre de l'ordre mondial, de génération de désordre, comme les grands pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis et autres. Parce qu'il y a l'interdépendance. Les Français, pour agir dans une partie du monde, ont besoin de petits pays qu'est la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire dit non à l'exportation de son cacao, elle produit du désordre en Angleterre, dans d'autres États. C'est comme ça que nous avons fait le système de l'interdépendance. Et c'est dans ce système-là qu'on découvre les gisements. Puisque le monde est déjà fait avec une négation des souverainetés, on a remarqué que l'échec de l'amalgation des États africains par les cultures occidentales, il y a un échec. Cet échec fait que les États africains cherchent maintenant, aujourd'hui, à s'émanciper de la tutelle de leurs anciennes puissances. Et le modèle est en crise. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se contenter des accords anciens, ni des accords anciens renouvelés. Il faut produire de nouveaux États avec de nouveaux dirigeants qui sont neufs. Puisque les anciens États, avec la tradition étatique depuis les années 60, ont compris comment fonctionne le monde. Quand vous prenez des régimes comme le régime du Togo, qui a connu une continuité, l'un des plus anciens en Afrique, que voulez-vous apprendre à l'état profond togolais sur la manière dont le monde fonctionne? Vous prenez les exemples un peu partout. Vous avez les États africains ont compris le jeu. Mobutu le disait avant de chuter. Et en 1994, pourquoi est-ce que nous avons dévalué le franc CFA? Pourquoi la garantie illimitée n'a pas fonctionné? On nous avait dit qu'en cas de flop financier, le Trésor français aurait garanti la stabilisation de la monnaie. Mais on nous a demandé de dévaluer. C'est Bongo qui va appeler Eyadema. C'était les deux. Vous lisez Focard parle, version 2. Ça se trouve dedans. Il explique avec les noms, il cite les lieux. Il dit pourquoi la garantie limitée n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, c'est les Africains eux-mêmes qui soutiennent leur monnaie. C'est pas la France qui soutient la monnaie. Et donc, vous voyez bien que les gens ont pris conscience. Et Eyadema a pris conscience. Vous savez ce qui s'est passé ici au Togo? Lorsque les Français, l'ambassadeur voulait mettre Kofigo au pouvoir, Monsieur Kofigo au pouvoir, au même moment, la France faisait un double jeu avec Eyadema. Eyadema a dû faire une interview et un ouvrage dans lequel il parle des secrets de 63. De façon voilée. C'est alors que les choses ont changé. Et Chirac et le monde français qui était dans le... Ils ont décidé de remettre Eyadema au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'Eyadema a connu comment fonctionne le système. Donc, vous voyez, les présidents africains savent aujourd'hui que les 60 ans de coopération, de fonds d'aide africains, avec tous les revers que nous avons connus, n'apportent rien à nos États. Ils sont prêts à filer de leurs doigts, à sortir de leurs emprises. D'où, prenez le cas du Togo, avec la décision diplomatique de faire la diversification diplomatique. Et depuis quelques années, le Togo fait la diversification diplomatique. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais les gens considèrent que c'est une façon, une stratégie du Togo de sortir des filets de la France. Sans le dire. Ça se dit un peu partout. Donc, les Européens sont conscients que les Africains d'aujourd'hui ont compris le jeu. Et donc, la meilleure façon, ils ne peuvent plus venir pour demander, avec la multiplication des réseaux sociaux, le monde de la communication interconnectée. Aujourd'hui, tous les événements surgissent. Ils ne peuvent plus dire à des chefs d'État aujourd'hui de livrer encore pour 50 ans, 80 ans leur gisement pour le bien-être des populations, d'autres sphères, sans que la jeunesse, les partis politiques, les sociétés civiles, les intellectuels ne réagissent. Il faut forcément réétatiser. Il faut tout bouleverser. Et je vais m'arrêter ici, sinon je vous donnerai plusieurs exemples historiques. Là où, à chaque moment où le système de domination est saturé, on produit du désordre instrumentalement et on remet le compteur à zéro. Soit par des guerres, soit par des crises financières extraordinaires, et il n'y a plus de dette. Et tout revient à zéro. C'est ce que nous sommes en fait, il y a une tentative. Vu
l'illusion à la fin du bipolarisme, l'illusion du monde unipolaire et aujourd'hui la tentative de multipolarisation du monde. Ceux qui voulaient unipolariser le monde se sont retrouvés devant des difficultés énormes. Donc il faut pour eux remettre les compteurs à zéro en créant du désordre un peu partout pour redonner les conditions d'une, ce qu'on appelle risorgimento, n'est-ce pas, d'une résurgence de leur économie, de leur civilisation. Alors, Excellence Sogo Kegawé, donc... Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.